D'accord, donc Erwan Keinec est enseignant à Sorbonne Paris-Nord, c'est ça? C'est ça. Pas de bêtises. Oui, c'est ça. Vient nous parler de écologie et liberté, ou écologie et libéralisme, voilà, à votre choix. Il nous écrit toujours des papiers remarquables sur ce sujet, je le dis avec plaisir, et pour l'en remercier, parce que c'est pas facile, c'est un thème qui est très compliqué. Donc moi je vais être très heureux de l'entendre, en lui demandant tout de même de m'excuser, à vous tous de m'excuser, puisque je serai obligé de partir. J'ai une autre obligation, et donc vers 12h20, je vous quitterai. Mais je suis heureux d'avoir le temps de l'entendre. Et on va, c'est à l'heure. Bien, merci. Donc, alors effectivement, moi je suis donc universitaire, enseignant-chercheur, donc mon métier, ainsi que celui de François, c'est d'écrire des articles de recherche sur un certain nombre de thèmes sociaux plus ou moins aigus. Et on vient de sortir avec François, justement, un article académique, donc dans une revue universitaire, qu'on a intitulé « La nature a-t-elle besoin de l'administration ?» La réponse étant plutôt non. Évidemment, on s'en doute. Et donc le papier vient de sortir dans une revue de gestion, ce qui invite la thématique de l'écologie libérale dans un cénacle universitaire où elle est généralement reçue avec tiédeur. Alors, on va... j'ai un plan pour, disons, décliner cette communication. On va dire un mot de ce qu'est le libéralisme au plus exactement. Je ne veux surtout pas répéter ce qui a évidemment été dit, mais de ce que ça implique en matière écologique et des confusions qu'il faut éviter de faire entre le libéralisme et des notions qui sont parfois proches. Un mot ensuite, je dirais, des grands challenges environnementaux, qu'est-ce qu'on entend par environnement, parce que très souvent on le résume au climat, mais il y a d'autres choses à prendre en compte. On dira un mot des doctrines du rapport entre l'économie et l'écologie, parce que l'écologie, c'est quand même, alors c'est un sujet social, mais si c'est un sujet social, c'est aussi, et voire surtout, un sujet économique. Et puis, on dira quelques limites et effets pervers, avec des exemples assez nombreux, de l'étatisme écologique, puisque dans le débat public, on associe assez naturellement nécessité de l'intervention publique et régulation de l'environnement, ce qui est évidemment contestable à l'aune d'arguments plutôt rationnels. Et puis on dira, je citerai à peu près 6 exemples de régulation écologique issue de l'économie ou de la société privée, voir un peu comment ça fonctionne et puis illustrer donc avec quelques cas. Alors, d'abord, on entend beaucoup, hein, c'est vraiment une thématique extrêmement aiguë, que l'urgence écologique, la dégradation de l'environnement par l'humanité depuis le début de la révolution industrielle nous conduit à la catastrophe et que donc nous sommes en train de rendre notre planète invivable. Alors, c'est un discours éco-catastrophiste qui a un succès réel depuis les années 70 et qui est monté en puissance, auquel on peut objecter pas mal de choses, et qui se heurte notamment à deux données qui sont troublantes. On nous explique que l'humanité a dégradé son environnement, mais l'humanité en question a été multipliée par 9 depuis 1800. On était 850 millions d'habitants, on est aujourd'hui à peu près 8 milliards. Or, d'un strict point de vue biologique, il n'est pas possible qu'une espèce qui dégrade son environnement prospère dans des proportions pareilles. Donc ça, c'est une contradiction dans les termes qui est déjà saisissante lorsqu'on entend le discours éco-catastrophiste. Alors on peut évidemment supposer que l'homme est comme le rat, le lapin ou le kangourou, une espèce invasive qui se multiplie tout en détruisant tout, mais ça relève quand même très largement d'un a priori misanthrope qu'on peut quand même discuter. Quant au revenu par tête, il a été multiplié dans le même intervalle par 25 ou 30, et donc la prospérité individuelle
à l'échelle mondiale, mais surtout dans les pays occidentaux, bien sûr, montre également que si nous avions dégradé notre environnement, cette performance aurait été difficile. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a donc je reviendrai là-dessus, deux grands discours sur l'écologie. D'abord le discours éco-catastrophiste, on va tous mourir, il faut arrêter de produire, il faut décroître, etc. Et l'idée qu'évidemment, la seule parade contre cette espèce de dynamique mortifère qui est inhérente à l'humanité, c'est l'État, c'est l'étatisme, dans quelle d'ailleurs proportion, il y a une variété de discours là-dessus, qui va une réglementation assez dure de la problématique écologique, mais dans le cadre démocratique, à des projets de société qui sont quasi ouvertement dictatoriaux, totalité, on parle de fascisme vert, d'écofascisme. Il y a des thématiques, effectivement, dans l'écologisme radical, dès la littérature des années 70, qui évoquent des projets de société, disons, peu enviables à l'aune de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. On va le dire pudiquement. J'ai lu récemment un bouquin là-dessus, qui est assez étonnant sur notamment la limitation autoritaire de la natalité, qui est pas mal. Alors, j'avais un tableau qui opposait philosophiquement, alors ça revient probablement à ce qui a été dit avant, mais le libéralisme et le socialisme, parce que il faut bien comprendre le cadre de pensée dans lequel on est. Et qu'est-ce que veulent dire les mots? Parce que ce sont des mots, surtout le mot libéralisme, qui sont galvaudés. On parle de néolibéralisme. Très compliqué de définir exactement ce mot-là, mais plein d'antilibéraux se prévalent de la référence au libéralisme sans savoir ce que ça recouvre. Alors, on part déjà, dans mon tableau, il y a un postulat idéologique, et le postulat idéologique du libéralisme, c'est un principe de souveraineté individuelle. En fait, le libéralisme appliquerait volontiers aux individus, aux rapports interindividuels, ce qui existe en matière interétatique, le principe du traité de Westphalie, c'est-à-dire l'indépendance des États et la contractualisation de leurs rapports. Au contraire, le socialisme que j'associe à l'étatisme, et donc il y a plusieurs socialismes selon les causes qui doivent gouverner la construction sociale, c'est un principe de souveraineté collective, et comme la souveraineté collective, ça n'existe pas, ça fait partie des nombreuses chimères conceptuelles du socialisme, comme intérêt général, choix de société, des trucs qui n'existent pas, consentement à l'impôt, oxymore. Et donc, le principe de souveraineté collective suppose une autorité qui, en réalité, incarne le collectif. Tous les dictateurs incarnent le collectif par le nom de lui. On trouve ça, d'ailleurs, dans la philosophie allemande, chez Hegel, par exemple, c'est extrêmement clair. Alors, l'anthropologie libérale, c'est le subjectivisme, c'est donc la légitimité des aspirations individuelles, et la reconnaissance d'un principe de différence qui doit se compléter et s'harmoniser par toutes sortes de dispositifs d'échange, incluant la persuasion, la négociation, la conversation, la discussion. Tandis que pour le socialisme, le principe gouvernant, enfin le principe anthropologique, c'est l'objectivisme, et surtout la réduction spectaculaire d'un individu à une identité collective. On est, et l'on n'est que sa classe, sa race, son sexe, son orientation sexuelle. Et on est défini par ça en tant qu'objet, en vérité, et donc objet manipulable par l'autorité. Alors évidemment, il y a des degrés dans ce que je dis, mais l'idéologie socialiste nous rappelle ça. Et on verra que l'écologie a partie liée avec ces manières de penser. Le libéralisme et le socialisme ont aussi chacun un principe juridique. Le principe juridique fondamental du libéralisme, c'est le droit naturel. Le droit naturel qui nous dit notamment que tout ce qui n'est pas interdit est permis, tandis que le droit socialiste, c'est ce que dit Hayek notamment, c'est le droit positif, c'est le droit de l'État qui est un droit très rapidement pléthorique et qui finalement prescrit une quantité de comportements assez spectaculaires. Alors, il y a aussi une idéologie sociale dans ces deux idéologies. La société libérale, c'est une société de projet par contrat. C'est l'économiste Harold Demsetz qui dit quelque chose, je suis assez d'accord que plus qu'une société ou une économie de marché, la société ou l'économie libérale est une économie et une société décentralisée, en réalité, qui est donc gouvernée par l'entité souveraine que chacun de nous est. Tandis que la société socialiste, elle est dédiée à la
construction de la cité idéale. Elle est gouvernée, pour rebondir sur ce que disait Jean-Philippe, elle est gouvernée par le souci du bien plutôt que celui du juste. Et un bien qui est évidemment défini à un stade de décision très, très élevé, très centralisé. Enfin, il y a des ressources. Les ressources du libéralisme ou de la société libérale, elles sont anthropologiques. Ce sont des ressources liées au comportement humain dont on essaie d'optimiser l'efficacité et la légitimité. Donc, c'est la coopération, c'est l'incitation, c'est le contrat. Tandis que les ressources du projet socialiste, elles sont politiques. C'est-à-dire, c'est la contrainte, c'est l'asservissement, voire l'anéantissement dans les cas les plus durs. Alors, l'écologie, elle se situe là. C'est un nouveau paradis, c'est une nouvelle cité idéale, après l'échec ou les désillusions entraînées par un certain nombre d'idéologies sociales. Chasser le naturel, il revient au galop. L'idéologie socialiste trouve des voies d'expression et de réanimation, je dirais, et l'environnement en fait partie, qu'elle couple en plus volontiers, de manière faiblement cohérente, à maints égards, à des thématiques un peu bizarres, identitaires, ce qu'on appelle le wokisme, etc. Mais bon, ça, je laisserai ça de côté pour me concentrer sur l'écologie. Alors, sur le libéralisme et l'écologie, parce qu'il peut parfois y avoir des ambiguïtés là-dessus. Le libéralisme, c'est donc une philosophie de l'individu comme projet, et qui donne lieu à une société basée sur deux principes, qui sont la liberté et la responsabilité. Donc la liberté, c'est le fait de pouvoir tirer parti de ce que, en gros, l'homme a de meilleur, et la responsabilité, c'est d'éviter de le laisser faire ce qu'il a de pire. Donc la responsabilité, c'est le corollaire un peu désagréable de la liberté, mais il est inévitable, il est inhérent à la nature humaine. Alors, quand on a dit ça, il faut évidemment distinguer le libéralisme. Alors distinguer, ça ne signifie pas séparer, mais distinguer quand même de deux choses auxquelles on l'associe et qui méritent discussion. D'abord le productivisme. Très souvent, on associe libéralisme et productivisme, croissance et productivisme, croissance et libéralisme. Or, il y a beaucoup de choses à dire et à redire là-dessus. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et aussi le capitalisme, parce qu'il y a un capitalisme libéral et un capitalisme qui ne l'est pas. Un capitalisme de connivence qui se distingue des principes libéraux. On verra en matière écologique ce que ça peut entraîner. Et alors, par exemple, qu'est-ce que le libéralisme déplore ? Et ça nous a valu avec François, on se rappelle, avec Sylvie Brunel, par exemple, un certain nombre de conflits, car on assimile les libéraux à des choses qui ne sont pas conformes au message libéral. Les libéraux sont hostiles aux subventions, à toute espèce de subvention, et donc aux subventions de la production. Donc tout ce qui dope une production, je pense évidemment à la production agricole, par exemple, n'est pas conforme à la philosophie libérale, parce que ça entraîne de la malproduction, de la surproduction, et un certain nombre de dégâts sur les sols agricoles qui sont un vrai problème écologique, pour le coup, lié à une mauvaise croissance, ou un mauvais souci de croissance. La croissance, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Et puis évidemment des subventions à la consommation, la surconsommation, la société de consommation est très largement dopée par des politiques publiques dont les effets à terme sont très contestables. Et puis également, les libéraux, ils reconnaissent le droit des gens, le droit de propriété, le droit à la vie, et donc les libéraux, le livre qu'on avait écrit avec Max Falk en 2021 comporte un chapitre là-dessus, reconnaissent le droit des populations indigènes, par exemple. Il n'est pas question pour les libéraux de légitimer qu'au Nigeria, par exemple, parce que ça se passe, des sociétés pétrolières en lien qu'avec le gouvernement nigérian, virent les pygmées de la forêt dans laquelle ils habitent, parce que les pygmées, c'est des êtres humains, c'est le homestead principal, ils sont chez eux, et donc, qu'au nom d'une politique sauvage ou effrénée de production, on atteigne aux intérêts légitimes des populations humaines, n'est pas recevable pour les libéraux. Alors, une fois qu'on a posé ce cadre-là, les grands challenges environnementaux, c'est quoi ? En gros, on va en dire un mot, puis ensuite je passerai très rapidement sur les faux remèdes de la doxa écologiste. Les grands challenges environnementaux, c'est soit la pollution, soit la surexploitation d'un certain nombre de biens naturels qu'on peut appeler des communs environnementaux. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? On va trouver toute la pollution atmosphérique,
bien sûr. On va trouver ce que certains appellent pollution climatique. Alors ça, c'est quand même un terme à utiliser avec prudence, parce qu'il peut être ambigu, mais en réalité, bon, l'excès de gaz à effet de serre que la combustion des énergies fossiles envoie dans l'atmosphère. On va y trouver la pollution des forêts, si je puis dire, mais en tout cas la déforestation massive, sauvage et subventionnée de la déforestation, notamment pour des raisons agricoles, avec des effets délétères sur la biodiversité et le climat. On va y trouver évidemment la pollution des mers et des littoraux, ainsi que la surexploitation des mers, c'est-à-dire la surpêche. On va trouver la pollution des rivières et parfois leur artificialisation excessive. Et enfin, bien sûr, la pollution des sols, l'artificialisation, les décharges, les déchets, etc. Donc il y a une gamme, je dirais, un éventail de problèmes écologiques qui est extrêmement vaste et à la solution desquels la liberté ou une société de liberté propose un certain nombre de pistes. Alors, face aux challenges environnementaux, on a donc, je l'ai dit, un discours qui est un discours normatif qui clôt déjà le débat. Quand on parle d'urgence écologique, quand on nous vend la crise climatique ou écologique de la même manière que si on nous annonçait un météorite venant nous percuter dans le mois qui vient, puisque c'est de cela dont il s'agit, il n'y a déjà pas de débat sur le choix des finalités. Or, une société de liberté est une société de transaction. Le libéralisme, c'est le règne de l'échange. C'est la transaction, c'est le fait de peser une valeur contre une autre, un coût d'opportunité contre un autre, un prix contre un autre. S'il n'y a pas de transaction, et que l'humanité doit se commettre tout entière, selon des voies fort mystérieuses, à l'évitement de la catastrophe écologique, on est déjà sur un projet dictatorial dont on ne discute que les moyens, mais pas les finalités alternatives. Et alors, les remèdes qui sont proposés sont tous irrecevables. Alors, le plus connu d'entre eux, je commence par celui-là, c'est la décroissance. Il y a énormément aujourd'hui d'économistes de la décroissance. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des critiques à adresser à la croissance. L'une des idéologies, d'ailleurs, surcroissantistes, c'est l'idéologie keynésienne, qu'on confond souvent avec l'idéologie libérale, mais en vérité, c'est une sorte de dopage de l'économie qui, en plus, a des finalités politiques tout à fait explicites. Il faut rappeler que la croissance est la condition sine qua non de la soutenabilité fort discutable de nos régimes d'assurance sociale, qui sont des régimes somptuaires, en vérité, et insoutenables à terme. Et donc, il peut y avoir une tentation de la surcroissance. C'est vrai. Mais la décroissance, c'est irrecevable parce que c'est l'assurance de la pauvreté. Il y a un économiste, je suis parfois stupéfait de l'audace conceptuelle d'un certain nombre d'individus, un économiste qui s'appelle Thomas Lally, qui ose écrire dans son bouquin que la décroissance n'est pas la décroissance, c'est-à-dire vraiment que la baisse du PIB par habitant, n'est pas une condition nécessaire de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on peut décroître et ne pas s'appauvrir. Et là, très honnêtement, je demande de qui on se fout quand même, pour être très honnête. C'est-à-dire que quand on peut instiller dans l'esprit des gens des inexactitudes aussi grossières, on peut tout vendre comme projet de société. Or, la décroissance est une condition qui mènera l'humanité à la pauvreté. Un certain nombre de décroissantistes l'assument, et donc, à ce moment-là, il faut le dire, et poser la question de savoir si la pauvreté, c'est bon pour l'environnement. Est-ce que la pauvreté, c'est bon pour l'environnement ? La réponse est à peu près claire, non. Parce que la pauvreté mène justement à une prédation environnementale. J'ai travaillé d'ailleurs, moi, pour des... Alors, peut-être que la décroissance ne mènerait pas à l'extrême pauvreté que j'ai connue en travaillant en tant que militant, enfin que volontaire humanitaire, mais j'ai vu des populations très pauvres, j'ai vu ce qu'elles faisaient à leur environnement, c'est pas beau à voir. Des réfugiés, ça déforeste, ça pollue, ça accumule des décharges, et il faut pas se tromper, les projections de pauvreté liées aux études sur la décroissance, c'est-à-dire ce qu'il faudrait comme décroissance pour arriver à stopper, par exemple, parce que c'est quand même le sujet principal, les émissions de gaz à effet de serre, nous projettent dans un monde de très grande pauvreté.
Un économiste estime que le revenu par tête en France, si on voulait atteindre la cible de 50, même de net zéro en 2050, c'est une division par 6. Division par 6 du revenu par tête en France. Voilà ce que la décroissance suppose comme effort pour arriver à la doxa écologique. La doxa écologique et le calcul est sérieux. Alors, moi je ne suis pas devin. Il est possible, si certains catastrophistes ont raison, peut-être que nous connaîtrons une catastrophe, quelle qu'en soit la nature, politique, financière, économique et écologique, qui nous condamnera à la décroissance et à la pauvreté. En revanche, bon, ça c'est possible, mais en faire une espèce de projet conscience, et Jean-Marc Jancovici qui prône la pauvreté choisie, témoigne d'une méconnaissance de la société humaine, voire de la science sociale, qui est quand même extrêmement troublante. Alors, je passe rapidement sur d'autres commandements de la doxa écologiste, qui sont le principe de précaution, c'est-à-dire la doctrine de l'abstention absolue face au moindre risque, qui est intenable, qui est une espèce de contradiction dans les termes, puisque le principe de précaution est un risque en lui-même. Ne pas prendre de risque, c'est un risque, puisque toute la prospérité de l'Occident repose sur l'innovation et la prise de risque entrepreneuriale. Donc ne pas prendre de risque est un risque absolument considérable, c'est même peut-être pire qu'un risque, c'est la promesse d'un déclin. Je passe sur le développement durable, doctrine vasouillarde, extrêmement vague, qui prétend trouver un équilibre entre objectifs sociaux, économiques et écologiques, comme s'il y avait gravé dans les tables de la loi une espèce de principe d'incompatibilité entre les trois. Or, ce qu'on voit dans la dynamique du développement économique, c'est plutôt une synergie, une articulation entre l'économique, le social et l'environnemental. Déclinaison du développement durable à l'entreprise, dont j'ai fait une critique dans le journal des Libertés, qui est la responsabilité sociale de l'entreprise, la doctrine de la gentille entreprise qui s'occupe de ses gentils salariés et du gentil environnement, qui pénètre les directions d'entreprise dans des proportions qui sont tout à fait considérables et d'ailleurs génèrent un certain nombre d'à côté sociaux, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais qui sont tout à fait contestables. Et puis un certain nombre de politiques de rente, de corporatisme qui répondraient au fait que la concurrence serait nuisible à l'environnement, ce qui là aussi repose sur des bases théoriques extrêmement fragiles. Alors, peut-être aller plus vite, j'ai jusqu'à quoi, 12h20, c'est ça? Oui. Ouais, d'accord, bon, ok. Alors, d'un point de vue plus sérieux, c'est-à-dire si on écarte... Alors, c'est compliqué parce que la doxa écologiste est assez facile à contrer sur le plan intellectuel, mais en revanche, la puissance de la démagogie les rend tout de même extrêmement séduisantes et prégnantes dans le débat public. Les journalistes adorent ça. Donc, il faut aussi le combattre, mais d'un point de vue plus sérieux, et c'est un peu ce qu'on aborde dans notre article avec François, un article paru récemment, il y a en gros 4 doctrines du rapport économie-écologie. En tout cas, c'est celle qu'on a identifiée. L'économie de l'environnement, l'économie écologique, l'économie des communs, et puis l'écologie de marché ou écologie libérale. On l'appellera comme ça. Alors, elles sont intéressantes à décliner parce que vous avez 2 doctrines étatistes, l'économie de l'environnement et l'économie écologique, mais qui n'utilisent pas les mêmes instruments, et 2 doctrines qu'on pourrait appeler, le terme est un peu prétentieux, mais catalactiques, c'est-à-dire liées à l'auto-organisation et à la société et l'économie hayekienne, qui sont l'économie des communs et l'écologie de marché. Alors, un mot sur l'économie de l'environnement, parce que ça va rejoindre la question sur la taxe carbone. Pour l'économie de l'environnement, qui est d'inspiration néoclassique, la pollution, les atteintes à l'environnement sont ce qu'on appelle une externalité. C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans les détails théoriques, mais une sorte d'atteinte au marché parfait, un marché qui serait défini de manière parfaite. Le paradoxe de l'économie néoclassique, qu'on assimile parfois au néolibéralisme, c'est que comme elle théorise le marché parfait et ne le trouve nulle part, eh bien elle justifie une somme d'interventions publiques correctrices susceptibles d'arriver à ce marché parfait qui finit par être conséquente. Mais
l'avantage de cette économie de l'environnement, cette économie néoclassique, c'est qu'elle s'en remet au système des prix. L'économie de l'environnement, l'économie néoclassique, est très cohérente, moi je lui reconnais ça, très limitée, très restrictive dans sa manière d'appréhender les choses, mais très cohérente en termes d'analyse et de solutions, et donc, ce qu'elle veut, c'est donner un prix aux aménités environnementales. Et alors là, ça rejoint ce que disait François, et la question qui avait été posée, il y a deux grandes sortes de prix, la taxation, de l'économiste Pigou, et puis les droits à polluer de l'économiste Cause. Alors, ce qui est intéressant, avant de peut-être, on verra tout à l'heure éventuellement les limites de ces dispositifs de prix, d'abord c'est un prix administratif, c'est un prix imposé par l'État. Or, un prix, c'est quelque chose qui se forme par négociation interindividuelle. C'est une institution sociale, un prix. Là, c'est une institution politique. Et c'est un prix qui se réfère à une idée qui est assez intéressante dans l'économie néoclassique, qui est l'idée d'un marché parfait. Alors c'est très amusant parce que la perfection, c'est une caractéristique commune des théorisations finalement de l'économie de l'environnement et de l'économie écologique et des théorisations étatistes. Finalement, on pourrait se demander de manière provocatrice si l'idée du marché parfait ne fait pas pendant à l'idée du paradis socialiste. C'est-à-dire que l'idée d'une société parfaite, d'un absolu humain, et précisément d'un absolu humain et social, n'est pas compatible avec le libéralisme qui, lui, intériorise tout un tas de limites, tout un tas d'informations, de connaissances imparfaites, tout un tas de choses qui empêchent d'atteindre l'idéal, d'autant que l'idéal diffère selon les individus. Et comme nous sommes une économie, une société de transactions, il est inatteignable. Mais c'est vraiment assez troublant de voir que l'économie de l'environnement qu'on assimile au néolibéralisme a en vue un marché parfait qui a été théorisé par Léon Walras, qui était un ingénieur socialiste. Ce qui est tout à fait remarquable, à mon avis, et symptomatique d'une certaine pensée. Alors, à côté de ça, à côté de l'économie de l'environnement, qui a quand même l'avantage de limiter l'interventionnisme public à la fixation d'un prix. Le prix est imparfait, mais il est tout de même il laisse plus de marge de manœuvre aux acteurs économiques que notamment la réglementation. Et la réglementation, c'est ce que prône l'économie écologique, qui est globalement l'économie, la théorie économique de l'écologisme radical, pour qui l'atteinte à l'environnement est un danger existentiel et pour laquelle il faut pénaliser, freiner la production et donc réglementer, planifier, nationaliser. Bref, ça revient à peu près à ce que j'ai dit de la doxa écologiste un peu avant. Et alors vous avez à côté de ça des doctrines libérales qui sont l'économie des communs et l'écologie de marché qui se ressemblent à bien des égards et pour lesquelles les atteintes à l'environnement sont pour l'économie des communs un défaut de gouvernance collective d'un territoire, et pour l'écologie de marché, un défaut de droit de propriété. Parce que quand les individus sont propriétaires, ils ont une incitation inégalable à gérer leurs biens de manière diligente et sur le long terme. Alors, on verra qu'il y a évidemment des limites à ça, mais l'économie des communs, j'en donnerai quelques exemples, et l'écologie de marché, font de l'environnement un objet soit de gestion coopérative, au sens associatif du terme, soit un objet de gestion contractuelle, transactionnelle, de manière à équilibrer un certain nombre de finalités, et notamment à équilibrer la préservation du bien et son exploitation. Voilà. Mais évidemment, on le devine, s'il était si simple d'instaurer des droits de propriété sur les océans, l'atmosphère, etc., ça se serait aussi, et il faut reconnaître, bien entendu, ça donne une limite à ce type d'outils prônés par la doctrine libérale. Alors, quelques effets pervers des doctrines étatistes, et notamment donc de l'économie écologique et de l'économie de l'environnement, qui font pourtant partie de doxa dans la théorie économique de l'environnement, même si l'économie des communs de l'économiste Elinor Ostrom est également très largement citée. Les effets pervers des doctrines étatistes, c'est en vérité les effets pervers de l'étatisme. Moi, je les désigne par les 3 I. Irrationalité, irresponsabilité, irréversibilité. Et donc, j'en donne quelques exemples. L'application du principe pollueur-payeur, que ce soit la taxation carbone ou les marchés de droit à polluer,
sont entravés par tout un tas de manœuvres dilatoires, de laxisme, de corruption, de lobbying, qui finissent par les dénaturer totalement. Le marché des droits à polluer du carbone en Europe, qui a été instauré en 2005, de 60 à 80% des entreprises qui auraient dû y être soumises ont été exemptées. Parce que ça représentait un coût de production beaucoup trop élevé pour ces entreprises-là. J'ai un autre exemple intéressant d'une taxe polluante qui s'appliquait à une usine de Gardanne, donc dans les Bouches-du-Rhône, qui déversait des boues rouges dans le Rhône, donc une vraie saloperie toxique. Et elle était soumise, cette déjection de boue rouge, à une taxe, des taxes environnementales qui devaient augmenter du fait d'un mécanisme automatique. Un député, le député de Gardanne, a fait voter une loi pour un contribuable. Il y a un contribuable en France qui est soumis à cette loi, c'est l'usine de Gardanne, pour l'exempter, à titre tout à fait exceptionnel, de la taxe écologique. Donc, ces mécanismes c'est la Cour des comptes qui relève ça, de corruption, de lobbying dans l'application des principes qu'on affirme par ailleurs comme étant des principes absolus, sont en réalité légion. C'est analysé par la théorie du choix public, qui ne font jamais que refléter ce que l'État est en réalité, c'est-à-dire une personne morale faillible, soumise à tous les vents de la corruption. Alors, c'est la même chose pour la réglementation, et c'est un symptôme d'irresponsabilité écologique de l'État. Alors, autre symptôme de cette irresponsabilité écologique, l'orientation de l'épargne à coût d'exemption fiscale, de taux d'intérêt bonifiés, etc., vers des projets écologiques dont la rentabilité est invisible. C'est le contribuable qui paiera et c'est l'épargnant qui trinquera au bout du compte. De toute façon, l'État, lui, n'est pas responsable et continuera ses affidés continueront de vivre correctement. Et puis, il y a autre irresponsabilité, le coût annuel très élevé, on parle de 60 milliards d'euros, de 45 à 60 milliards d'euros. C'est le PSG ? C'est le mariage. Ah, c'est mariage. Ah oui, ça doit être ça. Donc, le coût très élevé de la transition bas carbone, qui là aussi sera répercuté sur la croissance économique, donc sur les contribuables et sur les Français en général, sans que l'État n'ait à en assumer, en tout cas l'État et les hommes de l'État, le coût. Donc, ça c'est l'irresponsabilité, c'est-à-dire la propension de l'État à toujours rejeter la responsabilité des décisions iniques qu'il prend sur des destins individuels dont finalement il se fiche. Alors, en matière d'irrationalité, bon, je vais aller vite, mais on a énormément de défauts opérationnels, là aussi, de l'interventionnisme public, c'est l'instabilité réglementaire et fiscale. J'ai toujours été sidéré par le fait que la théorie économique accusait les marchés de myopie. Parce que les marchés, ça ne peut pas planifier ou programmer à long terme. Sous-entendu, la politique, elle ne serait pas myope et agirait dans l'intérêt du long terme. Enfin, quand on regarde l'inflation normative, fiscale et réglementaire dont tous les appareils d'État sont coutumiers, comment peut-on soutenir une ineptie pareille ? Donc, c'est évidemment très préjudiciable au calcul à long terme, et ce qui est préjudiciable au calcul à long terme est préjudiciable à la préservation des communs et de l'environnement. Car effectivement, c'est une préservation qui appelle des investissements, très souvent, une gestion qui repose sur des droits extrêmement assurés d'exploitation et de gestion qu'on n'a aucun intérêt à modifier toutes les 5 minutes. Autre symptôme de l'irrationalité gouvernementale et étatique, évidemment les subventions, c'est-à-dire le dopage d'un certain nombre de productions au détriment de l'environnement. Alors la déforestation est probablement l'un des exemples les plus clairs. Au Brésil, feu en URSS, bon, on peut parler de subventions en URSS, tout un tas de subventions à la production agricole par déforestation ont été perdants-perdants, puisque on s'est aperçu qu'en réalité les sols déforestés n'étaient pas propices à l'agriculture, alors ils le sont à l'élevage. Parfois et sous certaines conditions, mais souvent à des coûts très élevés, et on perdait les arbres en même temps. C'est typique d'une décision planificatrice sans calcul économique qui fait fi de la connaissance locale, intelligente, située des gens et des entrepreneurs.
Donc ça déclenche des dégâts absolument considérables. L'absurdité réglementaire, par exemple le fait de fossiliser un déchet, le fait que des lois décident que quelque chose est un déchet au lieu d'être quelque chose à valoriser par les entrepreneurs. Donc ça condamne à la décharge des choses qui pourraient être des matières premières. On a publié avec un collègue, Pierre Desrochers, il y a quelques années, un article sur l'histoire du recyclage des déchets. L'industrie très libérale du 19e siècle recyclait et valorisait à tour de bras. Il n'y avait pas de déchets qui étaient définis réglementairement comme tels. Il y avait une matière première potentielle dont les entrepreneurs du 19e siècle ont fait des miracles. Même Karl Marx le reconnaît dans le Capital. Sidéré par la propension de l'économie capitaliste à tout recycler de manière maladive, parce que c'est une condition de l'efficience économique, tout simplement, et que la concurrence mène à l'efficience. Et puis, évidemment, il y a des effets pervers de la réglementation et de la planification qui peuvent déboucher sur des dégâts absolument considérables par ignorance, parce que l'État ne sait pas. L'État croit ou veut faire croire qu'il sait, mais les technocrates, les administratifs, ne sont pas les pieds dans la glaise, ne connaissent pas les conditions de ce qu'ils énactent, et ça peut déclencher des dégâts tout à fait considérables. Par souci de concision, je n'en dis qu'un. La crise de la vache folle a une réglementation écologique pour cause. Ce que personne ne sait, ça est un article qui a été écrit en 2004, c'est une réglementation britannique qui oblige les industriels à baisser la température du chauffage des farines animales conservées au mouton, qui par ailleurs n'est probablement pas une bonne idée, pour éviter les émissions de chlore. On a donc baissé la température. C'est très intéressant cet exemple, on a baissé la température du chauffage. Les tests disaient que tous les germes censés être trouvés dans la farine de mouton étaient quand même éliminés à cette température abaissée. Mais il y en a un qu'on n'a pas vu, c'est le prion. Le fameux prion déclenchant la vache folle, et la maladie de la vache folle, lancée, je sais plus quoi, le nom m'échappe, mais donc qui a donné la crise sanitaire que l'on sait, parce que on a pris la liberté de jouer aux apprentis sorciers, de vouloir réparer quelque chose qui n'était pas cassé, sans en peser les conséquences. Il y a des choses très dangereuses en ce moment qui se jouent en matière climatique sur la géo-ingénierie. Le fait de vouloir modifier le climat par géo-ingénierie, pour moi, c'est de l'apprenti sorcellerie. C'est bien pire que d'émettre des gaz. Alors, le GIEC est d'ailleurs plutôt fait tiède là-dessus, si je puis dire. Mais on sait jamais. Alors, idem dans les effets pervers des doctrines étatistes, vous avez une surabondance normative ingérable. Alors, on connaît ça, hein, l'actualité y a fait bon droit. L'inefficience des administrations publiques, on en donne quelques exemples avec François Facchini, sont documentés par la Cour des comptes. En réalité, ça c'est très intéressant, vous avez quelques doctrines qui contestent la propriété. Mais en vérité, il y a une chose qui est inhérente à l'humain, c'est l'appropriation. La question c'est, est-ce que l'appropriation repose sur un droit ou pas? Or, que font des fonctionnaires? Ils s'approprient. Lisa est là, il pourrait sans doute en témoigner, mais on pourrait défendre le fait que des syndicats et des administrations de l'éducation nationale sont les propriétaires véritables du service éducation nationale, au point de le configurer et de le définir exactement comme ils le souhaitent, avec sur la base de ces fameux dogmes pédagogistes qui sont en fait un usufruit, une sorte d'usufruit de l'administration sur quelque chose. Une prescription acquisitive. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et on pourrait peut-être les combattre, cela dit, le fait d'adapter le truc pour permettre de... Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut le dire. Et vous avez tout un tas de travaux qui montrent qu'en vérité, des fonctionnaires ou des associatifs, etc., s'approprient l'appareil de production. D'ailleurs, des syndicats comme la CGT, par exemple, considèrent même qu'ils sont propriétaires de l'appareil de production financé par les apporteurs de capitaux. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais vous avez donc un certain nombre, par exemple, de forestiers aux États-Unis qui abattent le bois, qui sont leurs propres contrebandiers, qui déforestent en vérité et gèrent mal la forêt parce que ça leur donne un revenu additionnel. C'est un exemple, comme d'autres, il y en a beaucoup, d'une sorte de prédation interne de l'actif environnemental géré par l'administration publique.
Alors enfin, l'État, et c'est le pire, parce que l'irrationalité et l'irresponsabilité, ma foi, on en trouverait des manifestations aussi dans le secteur privé. Mais le pire avec l'État, c'est l'irréversibilité. C'est-à-dire que lorsque l'État a décidé quelque chose, on n'a jamais vu une administration faire faillite, ou très rarement, eh bien, revenir en arrière, ce que disait d'ailleurs Jean-Philippe, est extrêmement difficile, puisque l'étatisme crée une économie de rente, et que personne ne revient sur ces rentes, sur les rentes dont il bénéficie, volontiers. Donc l'irréversibilité, le fait que l'État est faiblement incité à corriger ses erreurs, est quelque chose d'assez redoutable. Et en matière écologique, elle prend une forme que nous avons contestée avec François, qui est la volonté de constitutionnaliser les politiques environnementales. Se servir de la Constitution pour rendre une politique publique obligatoire est un tournant sur la conception de la Constitution sur lequel il faut être extrêmement vigilant. La Constitution, c'est fait pour garantir des droits, c'est pas fait pour imposer des politiques. Mais constitutionnaliser l'environnement, ça veut dire on ne peut pas négocier, on ne peut pas transiger sur le fait que la politique écologique doit s'épanouir, ou les procès pour une action politique, etc. Alors, pour autant, la solution libérale, elle a deux limites. D'abord, le fait d'établir des droits de propriété sur des actifs mouvants, très grands, les océans, etc., ça pose évidemment un certain nombre de problèmes économiques que les écologistes libéraux ont analysés. Et puis parfois, des réformes libérales, c'est un paradoxe du libéralisme, une réforme libérale imposée par un État peut détruire un certain nombre de systèmes locaux, d'appropriation et de fonctionnement qui marchent très bien avant l'imposition de cette réforme. Donc il faut se méfier, c'est un paradoxe de notre idéologie, si je puis dire, il faut se méfier de ce que des réformes, voire des révolutions au nom du libéralisme peuvent produire de contre-productif. Peut-être que François me reprendra là-dessus. Alors, dernière chose, bon, je vais aller très vite parce que j'ai filmé. J'avais 6 exemples, en gros, disons, de gestion libérale de l'environnement ou de l'écologie. Alors, évidemment, il y avait les déchets, mais j'en ai déjà parlé, le fait que les déchets étaient valorisés spontanément par l'industrie au XIXe siècle montre qu'une économie de marché entre entreprises qui se font concurrence et qui sont comptables de leurs pertes et de leurs profits ont un intérêt, je dirais presque naturel, à économiser de la matière première et à recycler des déchets, alors dans des conditions qui sont des conditions de prix, de technologie, etc. Mais il y a plein d'exemples qu'on a notamment documentés avec Pierre là-dessus, les symbioses industrielles, le fait que les productions d'un certain nombre d'entreprises sont la matière première d'autres, les symbioses industrielles ont été documentées comme étant spontanées au XIXe siècle et au XXe siècle sans la moindre intervention réglementaire. C'est juste un produit de la rationalité économique. Alors, les entreprises, ça c'est les déchets, les entreprises sont également incitées à l'éco-efficience, c'est-à-dire à concevoir des solutions productives économes dès l'origine du processus de production en déchets, parce que, évidemment, plus on les économise, moins on a de rebuts, moins on a de coûts. Alors, ça donne les marchés de la fonctionnalité, les marchés de la location. Xerox s'est, par exemple, converti à la location de photocopieurs et il est incité à en produire des beaucoup plus robustes. L'obsolescence programmée est peu compatible avec le marché de la location. Donc ça fait partie de ces business models qui vont aussi dans le sens d'une plus grande résilience écologique. Alors évidemment l'innovation, bon ça c'est tellement banal qu'il n'y a pas besoin d'y venir, mais donc je peux pas m'étendre là-dessus, mais probablement que... Alors c'est difficile de hiérarchiser ce que la Commission européenne fait de pire, mais l'éradication des OGM ou l'interdiction des OGM en Europe est quelque chose qui me plonge dans un océan de sidération. Quand on voit les perspectives technologiques, économiques attachées aux OGM, le potentiel de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la prise de terres agricoles, qui est un problème environnemental, et qu'on interdit ça. Alors d'ailleurs, ça commence à scinder les milieux écologistes eux-mêmes. 5 minutes. Ouais, mais j'ai fini, je fais gaffe. Évidemment, 4e institution libérale qui donne des résultats écologiques remarquables, tout ce qui est contractualisation, propriété, le fait que, par exemple, on a des fondations, les Land Trust aux États-Unis, qui achètent des terres à des fins de conservation.
Voilà. Le fait que Nestlé, par exemple, a assaini tout le bassin des eaux vitrées et Contrex en convertissant les agriculteurs à l'agriculture biologique et à l'agriculture durable. Donc, il y a des accords privés qui donnent d'excellents résultats environnementaux. Cinquième outil, la finance de marché, qui peut être intéressant. Alors, il y avait un exemple qui m'intéressait beaucoup. Alors, ça n'a pas marché. L'économie de marché, c'est une économie d'expérimentation, mais l'idée est intéressante. Un fonds de gestion d'actifs qui a signé un contrat avec l'État guyanais pour protéger la forêt d'Iwo-Shima, je crois, qui est une des rares forêts vierges du monde entier, et dont les services écosystémiques étaient rémunérés par des émissions d'obligations vertes. Donc c'est des idées qui sont intéressantes, mais l'économie de marché est une économie d'idées. Tout ne marche pas, mais encore faut-il laisser les idées germer et s'épanouir. Et puis enfin, tout ce qui est demande verte, les décroissants devraient savoir que la demande d'environnement est liée à un revenu élevé. C'est partout le cas. Les pays riches sont plus efficients que les pays pauvres. Ils produisent à peu près 4 fois moins de dégâts environnementaux par dollar de PIB produit que les pays pauvres. Et la demande des gens, elle est liée à un revenu élevé. Enfin, non, j'ai fini. J'avais 3 mots sur la performance écologique des pays capitalistes, mais on peut s'en passer. Merci Erwan. Mais c'est l'heure de l'apéro, mais on va continuer avec cette question. C'est pour ça que je vous ai aidé de conclure. Pas de souci. Alors. Moi j'en ai une. Est-ce que vous envisagez l'angle de la concurrence, en fait, l'impact de l'écologie sur la concurrence, parce que je vois cet essor et cette connivence entre socialisme, collectivisme et écologie telle que politique aujourd'hui, véhiculée aujourd'hui, comme une sorte de défense par rapport à la concurrence. Dans le sens où, pour prendre un avantage concurrentiel, nécessairement on déploie plus d'énergie que son voisin, à un moment ou à un autre. Or, l'écologie et l'écologisme aujourd'hui vont tenter de figer ces relations entre acteurs, individus, États, entreprises. Les entreprises avec la RSE, par exemple, qui empêche des jeunes entreprises d'éclore parce que c'est trop cher de créer des business models avec ça. Les États avec les crédits carbone qui figent les pays occidentaux comme consommateurs de ressources de pays tiers. Et les individus, par exemple, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec la culture du not in my backyard, où on fait des lois pour tout figer autour de soi, mais surtout pas impacter son jardin. Est-ce que vous avez déjà eu des études où cet aspect vraiment spécifique à la relation entre l'écologie et la concurrence ? Alors, je ne sais pas si ce que j'ai en tête fait écho à votre question, mais on sait, et il y a des études, que les normes écologiques, la RSE, sont des outils anticoncurrentiels. Enfin, en tout cas, ont des effets anticoncurrentiels, puisqu'ils avantagent ce qu'on appelle en littérature les incumbents. C'est pas joli comme terme, mais enfin, les grandes boîtes qui ont des parts de marché et qui, elles-mêmes, militent pour ces réglementations, puisque elles sont favorables à leur part de marché. Il y a même un exemple marrant qui avait été documenté en 2006 à propos de Volvo, qui était anti-normes écologiques aux États-Unis, où sa part de marché était très faible et où elle avait une technologie qui pouvait lui permettre de contester la part de marché des grandes japonaises et américaines qui dominaient. Et en Suède, elle était vent debout contre la réforme de la même, je me rappelle plus sur quoi ça portait, mais la levée de la même norme écologique parce qu'elle était l'acteur dominant du marché en Suède. Donc, deux stratégies différenciées par rapport à une norme au regard de la position concurrentielle de l'entreprise. Donc, ça fait partie. Alors, on peut même dire que la RSE, est-ce qu'il faut la limiter à ça ? Bon, ça, ce serait un vaste débat. Mais la RSE a un aspect de capitalisme de connivence. Les normes environnementales que l'on inflige, que l'on impose à un certain nombre de biens importés, sont évidemment un outil de protectionnisme, un outil de fixation de rente, c'est un outil anticoncurrentiel et un certain nombre de travaux
s'inquiète, les travaux de Philippon notamment là-dessus, de ce que l'économie, soi-disant d'ailleurs mondialisée, etc., serait de moins en moins finalement concurrentielle du fait de l'importance de ces normes. Et il est bien évident que les entreprises installées ont la richesse qui leur permet d'assumer le coût réglementaire des normes écologiques et les coûts d'ailleurs sociaux également. Une grande boîte, ça n'a aucun problème à financer un département de gestion des ressources humaines qui va gérer tous les méandres institutionnels de la protection sociale. Pour une PME, c'est totalement inaccessible. Donc c'est ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. Donc les normes écologiques sont une barrière à l'entrée. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. J'avais deux questions à vous poser. Première question, est-ce que vous avez lu le livre de Stephen Koonin? Oui, Ah, je l'ai. alors, il faut dire, c'est une jeune gens, Stephen Koonin, c'était un des meilleurs scientifiques américains sur le climat, qui a été choisi par Obama comme son conseiller climat. Et même il a promu ensuite comme sous-secrétaire d'État à l'énergie. Cette personne a écrit le meilleur livre qu'on puisse lire sur le climat et aucun autre. Et qu'est-ce qu'il dit? Le plus important de ce livre, il parle de la saturation de l'effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec 30 mètres d'atmosphère, on a utilisé tout l'effet de serre que peut produire le CO2. Donc si on en rajoute, ça ne sert à rien. On peut rajouter le CO2, ça ne change pas la température. Ce qui veut dire que décarboner ne sert à rien. C'est exactement ce qu'il dit dans son livre. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas la peine de rêver, comme on le croit, qu'en décarbonant, on va changer la température. Ça ne change rien. Hein? Deuxième question. Est-ce que vous avez lu l'article 1 du traité qui a créé le GIEC? Non. Alors moi, je vous dis ce qu'il y a dedans. Il dit que le GIEC ne doit s'occuper que des causes humaines du réchauffement climatique. Oui. Et pas des causes naturelles. Le résultat, c'est que c'est un organisme politique créé par l'ONU dans ce traité. Ce n'est pas du tout un organisme scientifique comme la plupart des gens le croient. Oui, je l'ai écrit. Il n'a rien à voir. D'ailleurs, dans les scientifiques qui travaillent pour lui, il écarte tous ceux qui parlent des causes naturelles du réchauffement et du CO2. Il y a une augmentation du CO2 depuis c'est incontestable, depuis 1850. Il y a un accroissement du CO2, mais cet accroissement était 85% naturel par le réchauffement des océans chauds. Et donc, il n'y a pas de raison de croire que le GIEC, quand il parle du réchauffement qui serait entièrement dû à l'homme, il est absolument dû à l'homme, puisque avec la saturation du CO2, il n'y a pas plus. Il y a eu assez de CO2 pour ne rien changer maintenant. Donc, toute la construction scientifique, soi-disant scientifique, parce qu'il n'y a rien de scientifique. La preuve, c'est qu'il y a des milliers de scientifiques qui disent maintenant les rapports du GIEC, ça ne veut rien dire. C'est idiot, il n'y a pas d'urgence climatique. 1900, c'est un peu excessif, si je puis dire. 19% scientifiques, dont 2 prix Nobel de physique, l'ont écrit, l'ont signé. D'autres il n'y a pas d'urgence climatique. Pour les raisons que je viens de donner. Premièrement, le GIEC n'est pas scientifique. Deuxièmement, il y a la saturation du CO2, de l'effet de serre du CO2, telle qu'elle est décrite par Stephen Koonin, qui est probablement le meilleur scientifique qui écrit un bouquin sur le climat. Voilà, ça, si on ne comprend pas ça, on rentre dans les considérations du GIEC, dans la doxa générale, bien sûr, tous les politiques le disent, tout le monde le croit, tous les journalistes le disent, alors que c'est complètement faux. J'ai une position plus agnostique, on va dire, là-dessus. D'abord parce que moi, je suis pas physicien du climat, donc je lis des choses sur le climat, mais je m'abstiens. Autant je peux donner un avis sur des thématiques socio-économiques, parce que j'ai une formation là-dessus, autant la physique de la Terre, je suis un béotien, donc j'ai lu beaucoup, je me suis un peu déniaisé, on va dire, sur ces questions-là, mais je peux pas décider ou choisir qui a raison contre qui. Et donc, je prends note des arguments qui sont donnés. J'ai pris note de cet argument de Koonin, en effet. Il y a d'ailleurs, quand on lit bien le rapport du GIEC, et j'ai lu 300 pages de physique du climat du rapport du GIEC, tout de même. J'ai lu les 3 minutes. Ah oui, alors là, bravo. Un certain nombre de préventions. Alors, il y a beaucoup à dire sur le GIEC. Effectivement, sur
une possible saturation ou atténuation des émissions futures de CO2, mais qui serait contrebalancée, nous dit le GIEC, par le fait que les puits de carbone naturels, que sont la biosphère et l'océan, perdraient également en efficacité, et que donc une plus grande part s'accumulerait dans l'atmosphère. Alors on peut discuter. Moi, je ne prends pas position là-dessus. Est-ce que vous faites confiance à Cooning ou pas? Ben, Non, quand il parle de saturation. oui, mais je fais confiance. Je prends note de l'argument, mais je ne peux pas en Décarboner juger. ne sert à rien. Moi, j'aurais besoin d'une controverse entre Coonin et des scientifiques On les a refusés. qui pensent le contraire. On les a refusés. C'est Et tout à fait il avait possible. proposé la controverse. Tout à fait Et possible. on les a refusés parce que le GIEC est dominant. Mais alors, en attendant, moi j'ai écrit donc des articles dans le Journal des Libertés là-dessus. J'ai évidemment des préventions vis-à-vis du GIEC. J'estime que, en gros, soupçonner le GIEC de malhonnêteté intellectuelle est légitime. Mais le soupçon ne vaut pas preuve. Et le fait que le GIEC ait été repris par le Conseil académique mondial au début des années 2010, après le Climate Gate, fait que même des adversaires du GIEC reconnaissent que la qualité de ces rapports a augmenté à partir d'AR5 et AR6, c'est-à-dire de 2015. Ah. Je les ai lus. Cooning dit le contraire. Eh ben, pas toujours. Il dit, Pas toujours. il a lu tous les rapports du GIEC et il dit la qualité est de plus en plus mauvaise. Eh ben, c'est pas ce que disent c'est dans d'autres. son livre, hein, C'est pas ce que c'est disent noir sur blanc. d'autres adversaires. Il parle des rapports numéro 2 et 3. Il y a trois rapports du mais GIEC. Il dit depuis le début, il a lu Mm. depuis le début, il a dit c'est de plus en plus mauvais. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'écart entre leurs résultats. C'est quand même assez étonnant. Alors, après, il y a beaucoup à dire, là-dessus. Moi, je vous donne mon sentiment. Vous pouvez évidemment ne pas être d'accord. Alors, d'abord, en termes de politique, pour le dire très clairement, je suis hostile aux politiques d'atténuation. Je considère qu'elles ne servent à rien et qu'elles mèneront dans le mur, qu'elles sont insoutenables sur le plan Qu'est-ce que économique. vous appelez ça? Elle est hostile aux politiques d'atténuation, ça veut dire que je suis hostile aux politiques volontaristes de réduction du CO2. Oui. Je suis favorable au progrès technologique, qui permettra de manière spontanée au rythme de l'économie de marché de substituer des technologies propres ou sales. Et je pense que les politiques d'atténuation sont une folie économique dont le coût est beaucoup trop important par rapport aux volumes d'enjeu. Donc ça va plutôt dans votre sens. Je suis en revanche très favorable aux politiques d'adaptation, parce que j'estime quand même que ce que dit le GIEC doit être pris en compte, et que c'est tout de même assis sur des travaux scientifiques sur lesquels on ne peut pas s'asseoir pour des raisons idéologiques. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement agnostique et éviter, de mon point de vue, les deux excès. Alors il faut être très vigilant vis-à-vis du GIEC, mais en même temps, quand on lit le rapport du GIEC, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement il y a un consensus sur les causes anthropogéniques du réchauffement climatique, mais moi je l'ai écrit, il n'y a pas de consensus sur les conséquences. Et ça, personne ne le dit. C'est-à-dire que quand on lit le rapport du GIEC lui-même, l'éventail des conséquences du réchauffement climatique est en réalité soit formulé de manière très hypothétique et très prudente. Et je l'avais montré lors de la conférence que j'avais fait à Aix l'an dernier, soit très hypothétique, soit très prudente, soit extrêmement disparate. Même la sensibilité climatique. Vous avez on pense que doubler la quantité de CO2 dans l'atmosphère, on n'y est pas encore, on est à 420 ppm, doubler c'est 600 à peu près, 580, donc on n'est pas encore là. Quand on l'aura doublé, les scientifiques nous disent, le GIEC nous dit que la hausse de température se situera entre 2 et 5 degrés. Vous voyez la fourchette, 2, 5 degrés. Voilà, c'est tout à fait considérable. Un scientifique que j'ai lu, un nommé Lewis, dit lui, non, ce sera entre 1,75 et 2,5 degrés. Et puis, vous avez un des grands climatologues catastrophistes, qui est James Hansen, qui dit ça va être 6, 7, 8 degrés. Donc, ça veut dire clairement qu'on ne sait pas. Et que donc, en réalité, cette affaire de climat doit être traitée, et c'est le terme du GIEC. Donc, vous voyez, moi, je veux pas être dans la négation de ce que dit le GIEC, mais le GIEC dit, et j'ai cherché les termes, par exemple, j'ai regardé s'il y avait emergency, puisque je le lis, j'ai lu en anglais. Il n'y a pas urgence climatique dans le rapport du GIEC. Il y a risque. Et ça me paraît sensé. Risque, ça me paraît sensé. Qu'il y ait des risques liés à un réchauffement futur, pour l'instant, il n'y a rien dans les données. Pour l'instant, la température a augmenté d'1 degré 0,5. Toutes les publications disent 1 degré 2, c'est mensonger. Le GIEC dit entre 0,95 et 1,2. C'est d'ailleurs très marrant que les publications, y compris scientifiques, prennent systématiquement la bande supérieure de la fourchette. Parce qu'il faut tout le temps exagérer. Ben non, le GIEC dit 1 degré 0,5.
Alors, ces dernières années, ça a augmenté un peu plus parce que les années ont été très chaudes, mais le GIEC lui-même dit le climat va être soumis à des variations assez fortes interdécennales. Ça veut dire que là, pour l'instant, c'est très chaud, mais peut-être 2027, 28, 29, ce sera plus froid. Ça. Et donc, si on s'amuse à calculer les températures en fonction du jour chaud ou froid qu'il y a eu hier, on biaise totalement la mesure. Et donc, il y a un risque, j'ai pas fini là, il y a un risque, et ce risque doit conduire à des mesures d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, il se traduit quand même, et ça se voit, et c'est palpable, par des coûts assurantiels que les gens vont devoir assumer et qui disent quelque chose. Voilà. On va avancer, Alain, d'autant plus que vos papiers, ceux de Erwan et Kounin, se trouvent sur le site de l'IREF, que vous pouvez consulter. On va passer à une autre question. Oui, Olivier, on ne peut pas rester là-dessus. Je pense, on n'est pas tous d'accord parce que nous ne sommes pas des scientifiques et je crois que là, il y a des points de divergence, même à l'intérieur du Journal des libertés, sur ces questions. Ouais. On choisit tous ses héros, et c'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. La conférence sur l'écologie. La conférence sur l'écologie, et je crois que ça sert tout le monde, ça sert pas l'écologie et la protection de l'environnement que de vouloir écraser le débat par le climat. Oui. C'est-à-dire que le climat Très est juste. une question, mais l'écologie de marché, les questions qui ont été posées là sont beaucoup plus larges. Et finalement, derrière la question du climat, les écologistes radicaux et les climato-sceptiques écrasent la question pour les climato-sceptiques parce qu'ils se moquent de l'environnement, donc de toute façon ils sont contents. Et pour les écologistes radicaux, ça leur permet d'avoir une cible qui est facile, parce que c'est vrai que pour le libéralisme, le climat est une question difficile, parce que comment traiter avec les libertés, donc il y a des gagnants-gagnants. Voilà. Ouais. Et le troisième point, je pense que le cœur, c'est pas tellement, c'est la question du gouvernement par la science. C'est quand même le modèle technocratique gaulliste qui s'est mis en œuvre avec des prégnances dans les années 30. Là, c'est la science du climat, mais on a connu la science économique. La science économique gouverne par la mutualité nationale, par les modèles keynésiens, la macro, et donc c'est pas tellement différent. Ouais. Donc le problème, c'est la pluralité des sciences et la pluralité des positions, parce qu'ici, on n'est pas tous d'accord sur la question du climat. Le problème, c'est qu'on choisit Monsieur Kounin ou je sais pas qui pour gouverner. C'est ça le problème. Donc c'est un problème de gouvernance plus que de débat. Voilà, je voulais quand même dire ça, parce que sinon, on part dans une mauvaise direction. Je sais pas qui, c'est l'organisme politique. Olivier, et ensuite madame, c'est ça? C'est pas un organisme scientifique. Oui, non, je voulais juste demander si cette conférence se trouvait dans un article, la conférence que tu as faite aujourd'hui. Alors, il y a un certain nombre d'arguments qui sont exposés dans l'article qu'on vient de produire dans une revue qui s'appelle Gestion et Management Public. Alors, la semaine passée, c'est un article que j'ai publié pour démolir, là, on peut le dire, un article, ça va vous faire plaisir, qui prétendait que le consensus scientifique était de 99,9%. Non, 99,9%, 2021. Et ces articles... Alors moi, je suis le premier persuadé qu'il y a un consensus scientifique sur les gaz, le réchauffement anthropogénique. Mais les articles qui essaient de le démontrer sont d'une malhonnêteté intellectuelle absolument fabuleuse. Et l'article en question dit que, en gros, tout le monde est d'accord, mais 68,7% des papiers qui sont audités dans l'article ne disent rien des causes du réchauffement climatique. Et donc, en gros, l'article veut tester s'il y a un consensus. Quand il regarde s'il y a consensus, il voit qu'il y a quand même 68% des articles qui disent rien, donc on peut pas savoir s'ils sont pour ou contre le réchauffement anthropogénique. Et l'article dit, s'ils disent rien, ça prouve bien qu'ils sont pour. Parce que c'est évident. Donc, tu testes le consensus pour savoir si le réchauffement anthropogénique est évident, et en fait, tu conclus au consensus parce qu'il est évident. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire, c'est tautologique, voilà. Et c'est fabuleux, et ça a été publié dans une revue scientifique, il faut se méfier. Et ma question portait sur l'obsolescence programmée. Oui. Tu parles de l'obsolescence programmée, c'est un concept qui est quand même discutable. très discutable. Oui. Enfin, Oui. Vraiment, Ouais.
N'est-ce pas plutôt une fiction Alors, je ne sais pas. Moi, ce que j'en ai lu, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, je suis très perplexe, comme toi, très sceptique sur l'obsolescence programmée. En revanche, ce que j'ai lu, c'est que ce serait inhérent aux technologies numériques. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais la numérisation des objets, les voitures, les tableaux de bord électroniques, etc., condamnerait cette technologie à une sorte de fin de vie liée à la technologie numérique qui serait, elle n'est pas programmée, elle est inhérente à la numérisation, elle serait inhérente à la numérisation des objets. Donc, mais je vois bien l'idée. L'obsolescence programmée pour forcer les gens à racheter des trucs, oui, on voit bien ce qu'il y a derrière. Normalement, la concurrence fait... évidemment, voilà. évidemment. Et c'est vrai que la concurrence est telle que les gars sortent des innovations qui sont à peine mûres. Voilà. Et puis, quand on regarde Toyota qui garantit les voitures 7 ans, donc l'obsolescence programmée, elle n'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Toyota est la première firme automobile mondiale aujourd'hui. Voilà. J'étais tout à fait d'accord avec les propos que vous avez tenus et les précautions auxquelles vous invitez tout le monde. J'ai les mêmes avis. Je voulais juste rappeler que le GIEC, chacun le lit un peu comme vous avez fait. Il va y chercher ce qu'il a envie de... Alors oui. Bien sûr. Oui. Il a écarté Clairement. tous les scientifiques qui n'étaient pas Je d'accord voudrais avec lui. préciser, parce que moi je suis futurologue cybernéticienne. Vous savez qu'en futurologie, il y a 2 disciplines. Il y a la futurologie systémique et cybernéticienne. Et Je l'ignore. Vous savez peut-être. Non, parce que comme on a parlé du GIEC, justement, c'est le gros débat, parce que le problème congénital part du Club de Rome qui a été fait avec une approche de futurologie systémique. Cette forme de futurologie, elle travaille qu'avec des séquences de chiffres disponibles. Et c'est tout le problème qu'on a avec l'IA en ce moment maintenant, c'est que les algorithmes, ils voient que ce qui est disponible dans les chiffres qu'on leur donne à mouliner. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'il existe la futurologie cybernéticienne qui dit, moi, je fais que des raisonnements, mais des raisonnements qui ne s'appuient que sur l'état des connaissances de toutes les sciences molles. Pas toujours molles d'ailleurs, puisqu'il y a la climatologie, la géologie, etc. Et le GIEC prolonge le malentendu qu'il y a dans le rapport Meadows. Et c'est tout à fait embêtant parce que qu'est-ce qui passe à la trappe? Qu'est-ce qui se trouve dans l'angle mort? Eh bien, c'est précisément la capacité d'évolution. Ah oui, tout à fait. Or, elle est fondamentale. Oui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, elle a mis en déroute absolument toutes les projections, toutes les prospectives éco-catastrophiques du Club de Rome et des années 70, dans des proportions spectaculaires. Quand je discute avec des économistes, ils me disent « Pourquoi vous n'êtes pas plus connus ?» Alors, on va pas rentrer dans le débat, mais ils me disent « C'est vrai que nos analystes ne travaillent qu'avec des séquences de chiffres. » Ils ont le même problème que le Club de Rome. Absolument. Et ils ont le même problème que le GIEC. Et il faut le dire. C'est vrai. Mais oui, il faut le dire, mais c'est ce que je dis. Ici, en tout cas, il y a un accord sur les causes, discutable, parce que moi, je ne néglige pas la controverse scientifique, Kounine, etc., mais il y a quand même un accord sur les causes. Il n'y a pas d'accord sur les conséquences. C'est de la physique, le GIEC. Et donc, il y a un accord il y a une connaissance de la physique du climat. Donc, de réchauffement global et des effets globaux, là où le GIEC est le plus prescriptif, c'est hausse des températures globales, fonte des glaces globales, montée des océans, phénomènes globaux. Mais le GIEC est le premier à dire, je l'avais dit l'an dernier à Aix, sur les climats régionaux, la variabilité naturelle continue de gouverner. Ce que personne ne dit jamais. Et donc, les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas connues, elles sont conjecturales, et en partie parce qu'elles reposent sur des modèles qui moulinent, comme vous dites, des chiffres disponibles. Donc, on ne le dit jamais parce que le débat, est préempté par les éco-catastrophistes et que les journalistes et les faiseurs d'opinion de tous bords salivent de concupiscence à l'idée de l'apocalypse. Il y a une jouissance masochiste. Moi, j'ai mon frère qui travaille chez Michelin, je suis très bref là-dessus. Il y a un type qui est venu, Michelin, payer plusieurs milliers d'euros pour annoncer la catastrophe climatique au cadre supérieur de Michelin,
et leur dire, je vais éviter des termes grossiers, mais en gros que c'était des salopards, des fossoyeurs de l'humanité, etc. Et les cadres supérieurs presque gloussaient de concupiscence masochiste à l'idée d'entendre ce type de culpabilisation. C'est fascinant. Non, ça renvoie quand même à des trucs psy. Cette idée de climat, mais d'ailleurs ça a été très bien traité par un climatologue mainstream qui s'appelle Michael Yule, mais qui dit des choses très intéressantes là-dessus. Et alors, effectivement, il y a j'en termine là-dessus d'un mot, il y a tous les arrière-pensées idéologiques qui polluent cette histoire-là, mais chose marrante pour nous les libéraux, un chef d'État à la pointe de la création du GIEC, c'est quand même Margaret Thatcher. Et donc, Margaret Thatcher a été motrice dans la création du GIEC parce qu'elle y voyait l'occasion de couper l'herbe sous le pied des syndicats charbonniers. Ouais. C'était bien vu. C'était la politique. Ah oui, c'est la politique. Je suis la cofondatrice d'un think tank qui s'appelle Altermonnaie. Et dans une des souches... Altermonnaie au pluriel. Ah. Et dans une des souches du noyau d'origine, est issu de l'équipe, parce que les Gilets jaunes avaient voulu présenter un candidat à l'avant-dernière présidentielle, donc ils avaient essayé de faire un plan et ils avaient essayé de rassembler ce qu'ils avaient comme économistes, voilà. Et donc un des très gros débats qu'on a eu, ça a été fin du monde, fin du mois. Ah bah parce oui. que même chez les Gilets jaunes, il y avait tout un ensemble de gens qui disaient ça sert à rien de se battre sur la fin du monde puisqu'on va tous mourir, je pense, c'est de la fin du monde, de la fin du monde chez les enfants. Il y a des milliers de monde qui consultent pour traiter l'anxiété aujourd'hui, qui consultent les petits, c'est tout un business. C'est un vrai sujet. Et il y a des enfants, moi je les ai très jeunes, mais il y a des adolescents qui refusent d'étudier. Parce qu'ils disent qu'ils vont tous mourir avant d'avoir fini leur âge. Oui, c'est du Greta Thunbergisme de XXL. Voilà. Et parce que dans les programmes d'éducation nationale, c'est infesté de ce genre de choses. On te dit quoi penser. C'est hallucinant. Et on a décortiqué en disant mais comment ça se fait? Moi, je me souviens, le début de ma réflexion, ça avait été le jour où j'avais vu ce film qui était coproduit par Al Gore et comment est-ce qu'il s'appelle Une vérité qui dérange. Non. Enfin bon, il y avait celui-là aussi. Et ça avait été fait avec beaucoup d'esthétique, mais beaucoup de moyens. Beaucoup. Et j'avais dit, mais je voudrais arriver à comprendre parce que ça tombe pas comme ça. Et en fait, on s'aperçoit, parce que moi je l'ai vu dans différents endroits, en particulier chez Coca-Cola, c'est une certaine logique qui consiste à dire il y a un problème, mais c'est pas moi, industriel, qui porte le problème, c'est les consommateurs. Pourquoi je dis Coca-Cola? C'est parce que Coca-Cola se fait régulièrement épingler parce que les emballages de ces produits sont rouges. Et les consommateurs les jettent dans la nature et on les voit plus que les autres. Donc c'est pour ça qu'on dit pollution Coca-Cola. Et Coca-Cola avait dit je vais pousser mes consommateurs à consommer propre. Et il avait décidé d'organiser des campagnes où il incitait les citoyens, en fournissant les gants, les pinces et les sacs, à aller ramasser dans la poubelle. Et ils ont profité pour dire, regardez comme on est écolo et tout ça. Et si je fais un zoom arrière sur cet exemple concret, en fait, on voit une certaine frange du capitalisme qui dit je vais mettre la pression sur les citoyens pour qu'ils inventent eux les solutions qui résolvent le problème, parce que moi mon problème c'est de faire tourner l'économie, c'est pas de chercher des solutions ou de réparer le truc, mais ils le font de façon tellement efficace que ça donne votre témoignage. S'il y a d'autres questions à part. Dans le film dont vous parliez, Al Gore disait le niveau des mers montera de 6 mètres en 20 ans. Il a monté de 6 cm, 100 fois moins. Oui, c'est vrai. Et en ce qui concerne les effets du réchauffement, il y a beaucoup plus d'effets positifs que négatifs. Même l'inventeur de l'effet de serre, c'était Arrhenius, c'était au XIXe siècle, avait dit il y aura des effets positifs.
Et d'ailleurs, Mais pas lui à Paris. le chef météo de France Télévisions, qui a été vidé de France Télévisions, après avoir écrit dans un livre, j'ai regardé les statistiques en France, après une année chaude, 2014, il y avait eu beaucoup plus d'effets positifs que négatifs. Il a été vidé parce qu'il disait ça, que c'était la doctrine du GIEC. Et vous savez que les cathédrales ont été construites au Moyen-Âge, à l'époque il était plus chaud, et c'est pour ça, parce qu'il y avait de bonnes récoltes et beaucoup d'argent. On a même pu faire les croix d'or. Et le froid fait beaucoup plus de morts que le chaud. Ça c'est sûr, oui. Il y a plus à craindre du froid que du chaud. Mais là, l'inquiétude... Il y a 100 fois plus de morts de froid que de chaud. Oui, bien sûr. Mais l'inquiétude, c'est la vitesse du réchauffement. Bon, si ça monte très très vite, et c'est possible, parce que nul n'est comptable de l'avenir, alors quand même les coûts seront... Pour le moment, il a baissé depuis 15 ans. Hein. Bon, s'il n'y a plus de questions... On va dire quelques questions. Sinon, c'est un débat, on finit lundi matin. Hein. Merci encore.